Nous allons débuter, si vous le voulez bien. Mon nom est Claude Caron de l'Université de Sherbrooke et ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce matin à la session Intelligence d'affaires de Géomatique 2011 qui est initiée et organisée, comme vous le savez, par l'Association canadienne des sciences géomatiques, section Montréal. Premièrement, on tient à remercier notre partenaire principal, le gouvernement du Québec. On vous rappelle aussi que c'est important d'éteindre vos appareils cellulaires pour le respect des conférenciers et de l'assistance. Les présentations de cette session-là vont avoir une durée de 25 minutes, incluant la période de questions. Donc, on va débuter sans tarder avec M. Frédéric Hubert. Alors, Frédéric Hubert est professeur en géoinformatique depuis 2007 au département des sciences géomatiques de l'Université Laval. Il est membre du Centre de recherche en géomatique depuis 2007 également. Il possède une formation en informatique avec un doctorat à l'IGN en France. Ses intérêts de recherche portent entre autres sur le GeoBI, les interactions multimodales en géomatique, l'utilisabilité de systèmes en géoinformatique et le contexte spatial et la mobilité. Alors, M. Hubert, je vous laisse la parole. Merci. Ok, bonjour tout le monde, je vais vous présenter donc les interfaces utilisateurs des applications GeoBI nouveaux défis. Je vais commencer par proposer quelques définitions très rapides sur ce qu'est le BI et le GeoBI. Ensuite, je vais présenter des clients GeoBI ainsi que les utilisateurs de ce monde-là. Je vais présenter quelques limitations, je vais être très bref là-dessus. Je vais présenter également par la suite des intérêts de recherche, mon principal intérêt de recherche dans ce cadre-là. Une nouvelle tendance qui est apparue avec le Self-Service BI. Je vais rentrer un peu plus dans ce détail-là. Puis enfin, quelques défis qui en découlent. Donc pour commencer, le BI, ou intelligence d'affaires ou informatique décisionnelle. Donc c'est un ensemble de moyens, outils, méthodes pour collecter, consolider, modéliser, restituer des données d'une entreprise en vue d'offrir une aide à la décision et permettre aux responsables de la stratégie d'entreprise d'avoir une vue d'ensemble de l'activité traitée. En gros, on a beaucoup de données et on veut pouvoir prendre des décisions extrêmement rapidement, donc on va utiliser ce qu'on appelle des outils de BI et plus précisément on va utiliser, selon cette architecture-là, des outils tels que, je ne sais pas s'il y a un pointeur là-dessus. Ouais, c'est pas pratique. Il y a des outils de, comment ça s'appelle, des ETL, donc Extract, Transform and Load, qui permet de transformer des données issues de bases de données vers des entrepôts de données. Donc les entrepôts de données, puis il y a des outils clients qui s'appellent, qui correspondent à du reporting, donc le générateur de rapports. On a également des outils de fouille de données, data mining, des outils OLAP et des tableaux de bord. Au niveau du GeoBI, donc ce qui est apparu dans les une maxime qui est souvent, un fait qui est souvent connu, 80% des données stockées dans les GBD font référence à la composante spatiale. Donc on retrouve des adresses civiques, des codes postaux, etc., etc. Puis le BI géospatial, en gros, est le domaine scientifique qui résulte de la combinaison des systèmes d'information géographique aux solutions de BI. Donc, le GeoBI vise à proposer des outils pour intégrer, analyser, représenter, naviguer avec des données géospatiales, avec comme finalité principale, une nouvelle fois, la carte, qui est propre à notre domaine, et son pouvoir informationnel. Donc, une image vaut 1000 mots. Ça s'applique à plusieurs domaines applicatifs, l'agriculture, assurance, immobilier, municipalité, santé, sécurité publique, etc., etc. Et par rapport à l'architecture BI que j'ai présentée rapidement juste avant, le géospatial s'intègre à tous les niveaux. Donc on va retrouver au niveau des ETL, des spatiales ETL, on va retrouver au niveau des entrepôts de données, des entrepôts de données spatiaux, et puis au niveau des clients, donc destinés aux utilisateurs finaux, des outils de géoreporting, donc des générateurs de rapports géospatiaux avec la carte principalement, des outils de data mining spatial ou fouille de données spatiales, des outils spatial OLAP, SOLAP, et puis des tableaux de bord spatiaux. Là, je vais présenter rapidement quelques exemples de clients GeoBI.
Donc ici on a un générateur de rapport qui vient de Vanilla. Donc on retrouve une carte comme élément central, puis un tableau de données juste à côté. Donc ça c'est pour être en général imprimé, c'est vraiment une résultante qui va à un décideur. Ici on retrouve d'autres générateurs de rapports, donc on retrouve une nouvelle fois la carte, puis on en retrouve également sur une des images, on retrouve également des diagrammes. Donc ça fait partie en gros des 3 composantes qu'on va retrouver sur des outils des clients GeoBI, des cartes, des diagrammes, puis des données, des tableaux de données. On a également des tableaux de bord, donc ça c'est pour voir des indicateurs de performance, pour voir des cartes, pour voir des diagrammes assez rapidement, avec la possibilité de naviguer au travers de ces éléments-là. Donc ici j'ai un exemple de Dundas, qu'on voit différentes représentations, notamment avec des jauges ou des compteurs qui sont affichés dans le bas de l'extrait que je présente. Il y a des solutions comme Cartovista ici qui se trouve ici, qui a un stand ici qui est au Québec, de DBX Geomatics. Un autre exemple avec GeoBI X de Spatialytics. Donc tout ça c'est des tableaux de bord, donc on retrouve exactement les mêmes composantes. On va avoir des cartes, des tableaux et des charts. Des diagrammes, excusez-moi. Il y a également des outils de type SOLAP, Spatialolap, où là ça offre un plus grand pouvoir pour pouvoir faire de l'analyse de données. Donc on va pouvoir naviguer à travers un certain nombre de données et puis explorer soit des cartes, soit des tableaux, soit des diagrammes de manière synchronisée ou non synchronisée. Donc là ici c'est un exemple SOVAT de l'Université de Pittsburgh. Puis également une solution québécoise d'Intelli3 qui s'appelle Map for Decision, où on retrouve également les mêmes composants. Donc ici on a des cartes, des diagrammes superposés à des cartes et des outils de sélection, d'affichage, etc., etc. Au niveau de la fouille de données, ici j'ai présenté en gros un outil qui a été développé par un étudiant à l'Université Laval. Donc c'est Géonym, ça s'appelle. Donc ça repose sur un outil de fouille de données, puis il y a des composants, des opérateurs d'analyse spatiale qui ont été intégrés pour pouvoir justement le rendre plus GeoBI. Les profils utilisateurs qui existent au niveau BI, puis je fais le parallèle avec le GeoBI parce qu'on va retrouver à peu près les mêmes types d'utilisateurs. Je les catégorise en deux parties, en 2 catégories. Donc il y a les utilisateurs occasionnels ou moyens qui utilisent le BI pour faire leur travail quotidien. Donc c'est principalement des consommateurs de données BI. Donc on retrouve des clients, des fournisseurs, des cadres, des gestionnaires, puis des employés sur le terrain. Puis de l'autre côté, on a des utilisateurs avancés ou en puissance qui travaillent directement dans le milieu BI pour produire de la nouvelle information. Donc c'est vraiment des producteurs de données. Donc c'est eux qui utilisent majoritairement les outils de BI pour produire, qui ont l'expérience et l'expertise pour pouvoir le faire. Personnellement, dans le cadre de mes recherches, mes orientations de recherche, j'ai décidé de prendre le profil utilisateur occasionnel comme étant le profil cible. Actuellement, les solutions qui sont offertes s'adressent principalement à des utilisateurs en puissance. Ceci va impliquer donc certaines améliorations. Quand on voit les interfaces que j'ai présentées précédemment, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut connaître. C'est un peu comme quand on découvre un SIG la première fois, il y a plein de boutons, il y a plein de choses à faire, mais ça prend une expertise, plein de connaissances, et c'est pas forcément facile à utiliser. Or, dans le cadre d'un utilisateur occasionnel, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit intuitif, et il faut que ça réponde rapidement à nos besoins. Donc il y a besoin d'adapter, d'améliorer les clients de GeoBI suivant ce profil utilisateur-consommateur. Il va falloir proposer des outils intelligents pour répondre aux besoins et tâches journalières sans nécessiter la consultation d'utilisateurs en puissance, qui est souvent le cas du monde GeoBI. Et puis il y a besoin de lever des barrières et rendre plus utilisables et intuitives les solutions offertes actuellement. Juste pour présenter quelques limitations de clients GeoBI actuels, je vais présenter, je vais y aller dans l'ordre, MDX, qui est le langage de requête pour les serveurs OLAP. Donc, ce n'est pas directement proposé aux utilisateurs, mais certaines interfaces le proposent quand même.
C'est pas la majorité du cas, donc c'est pour pouvoir interroger les serveurs OLAP. Ça repose sur une syntaxe particulière qui peut ressembler un peu à SQL, mais souvent on le compare à SQL pour les bases de données transactionnelles. Donc c'est exactement le même problème, entre guillemets. Il y a besoin d'avoir des connaissances sur la syntaxe en tant que telle pour pouvoir interroger, mais des connaissances également sur les données qu'on veut interroger, puis leur structure, puis également le fait que ça prend un certain temps pour créer des requêtes. Donc ça fait partie en gros d'une première limitation. Une deuxième, au niveau des tableaux de bord, c'est plus dans leur création et puis leur personnalisation, où là on a besoin d'avoir des connaissances spatiales, sur les données spatiales ou non, il y a besoin d'avoir des connaissances expertes sur des indicateurs de performance. C'est ce qui va nous permettre d'afficher en gros des informations pertinentes au niveau des tableaux de bord. On a besoin également de personnaliser l'apparence des composants de tableau de bord, et puis il y a une gestion difficile pour la construction sans l'aide d'un expert, encore une fois. Troisième limitation, les styles ou thématiques. Donc là, au niveau des clients, on attribue en général une représentation graphique à différents composants d'interface comme les tableaux, les diagrammes, les cartes. Dans notre cas, c'est souvent les cartes qui nous intéressent. Ça demande à avoir beaucoup de connaissances parce qu'on a besoin déjà de connaître les données qu'on a besoin de représenter pour savoir quelle sémiologie graphique choisir, des connaissances sur les variables visuelles, des connaissances sur les méthodes de discrétisation. Souvent on retrouve des propositions de c'est quoi un quantile, c'est quoi un equal count, puis, etc., etc. Quand on le connaît ça va, mais quand on ne le connaît pas forcément facile. La prise en compte des règles de sémiologie graphique aussi, qui est à prendre, atténuer les étapes de configuration de style et masquer la complexité de ces configurations de style. Donc là j'ai pris un exemple fictif, là c'est par rapport à MapInfo, là. Tout le monde connaît peut-être à peu près MapInfo, mais en gros on a différentes étapes pour pouvoir configurer des données, la sémiologie graphique des données ainsi que des règles de discrétisation. Dernière limitation, la fouille de données spatiales. Donc la fouille de données spatiales, ça consiste à analyser des données pour faire des prédictions, des prévisions, de faire des découvertes de nouvelles tendances, des simulations à partir des données existantes. Donc évidemment, ça demande également de connaître les données sur lesquelles on veut jouer, on va dire, puis des connaissances sur les opérateurs et leur paramétrage. C'est un des éléments les plus importants, c'est le paramétrage justement. Et c'est quand même un processus qui est très complexe et qui est difficilement paramétrable, sans connaissances très expertes. Donc mon intérêt de recherche, lui, se focalise surtout sur la conception de nouvelles interfaces clientes intelligentes de GeoBI, afin d'aider l'utilisateur occasionnel, mais très gros consommateur de BI, à exprimer et spécifier plus intuitivement et naturellement son contenu informationnel au travers d'ordinateurs fixes et de téléphones intelligents, et de retourner les informations les plus adaptées possibles en fonction des besoins exprimés, donc en fonction de ce qu'on a disponible également. Pour ça, j'ai décidé de m'orienter un peu sur une nouvelle tendance qui est apparue au niveau du BI, c'est le self-service BI. Donc là, comme on peut voir, un self-service par rapport à l'image que j'ai mise, là, c'est self-service de lait, là, mais j'ai mis une vache pour dire que maintenant les utilisateurs vont aller directement tirer leur lait, on va dire, mais non, c'est pas vraiment ça c'est vraiment pas ça l'enjeu, malgré que ça pourrait se rapprocher. Le self-service BI, c'est donner le pouvoir aux utilisateurs finaux, afin qu'ils prennent des décisions basées sur leur propre analyse en exploitant les outils qui leur sont mis entre les mains, leur permettant de créer leur propre rapport, leur propre vue sur les données qu'ils ont. Donc c'est les utilisateurs qui doivent avoir le pouvoir d'obtenir ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, comment ils le veulent, où ils le veulent aussi, et ceci sans recourir à l'aide d'un professionnel en IT. Donc c'est faciliter l'accès aux données, puis également proposer des interfaces utilisateurs BI user-friendly et personnalisables pour s'adapter aux besoins de chacun. Par rapport à tout ça, il y a des sous-tendances qui sont la personnalisation OLAP, RapidFire BI, puis BI Search. Donc l'avantage du service self-service BI, pour les utilisateurs, c'est de créer des vues personnalisées de données, par exemple. C'est augmenter l'adoption d'outils BI, réduire la dépendance envers le personnel plus technique, générer de la valeur à partir des données organisationnelles inexploitées. Les intérêts également pour les entreprises, c'est pas juste pour les utilisateurs. Il y a des gains financiers avec des réductions de coûts et de temps, notamment par les ressources prises avant pour les personnels plus techniques. Fidéliser une nouvelle clientèle, améliorer des performances opérationnelles, des réductions de dépenses, etc., etc.
Donc il y a quand même des intérêts aussi pour l'entreprise. Par contre, il y a 5 mythes qu'il faut mentionner par rapport au self-service BI. Les utilisateurs BI veulent créer leurs propres requêtes. Oui, ils veulent créer leurs propres requêtes, mais par contre, ils n'utiliseront pas des langages comme MDX, qui est beaucoup trop complexe pour eux, comme SQL pour certaines personnes. Donc c'est pas vraiment la cible des utilisateurs. Il faut proposer des solutions qui vont les permettre de masquer tout ça. Il y a le BI est facile à utiliser, même les utilisateurs occasionnels vont l'adopter. À la base, non. C'est pour ça que j'ai mes intérêts de recherche dans ce domaine-là. Le self-service BI est seulement pour les utilisateurs en interne. Non, puisqu'on va vers justement les utilisateurs clients au final. C'est pour leur montrer également qu'ils puissent montrer des solutions de BI, des clients BI et les utiliser. Les utilisateurs veulent avoir accès à toutes leurs données. Extrêmement difficile, il faut déjà pouvoir les montrer à tout le monde, puis qu'il y en ait des systèmes suffisamment puissants pour pouvoir afficher tout ce qu'on peut avoir dans l'entreprise, ce qui est relativement énorme. Et une fois que nous avons notre self-service BI, nous n'avons plus besoin du personnel technique. Donc les personnels techniques seront sans emploi. Non, c'est pas du tout ça. Leurs tâches ils vont plus avoir à répondre à des besoins quotidiens de décideurs qui ont besoin d'avoir des tableaux de bord, qui ont besoin d'avoir des vues, des cubes, etc. Personnalisés pour répondre à leurs besoins de prise de décision. Les personnels techniques vont se concentrer sur d'autres affaires toujours pour le bien de l'entreprise. Au niveau des besoins utilisateurs, toujours par rapport à ce self-service BI, donc les besoins pour les utilisateurs occasionnels, c'est d'exécuter et personnaliser des rapports, des tableaux de bord prêts à l'emploi, exécuter des requêtes ad hoc, ajouter des mesures calculées. Ça c'est plutôt technique là, mais c'est pour pouvoir faire des nouvelles analyses, on va dire à la volée, plus ou moins à la volée à partir de clients type SOLAP ou OLAP dans ce cas-là. Pouvoir collaborer puis satisfaire leurs besoins avec peu ou pas d'entraînement. Donc ça c'est par rapport à l'histoire des connaissances que j'ai déjà présentées précédemment. Donc tout ceci conduit à prendre en compte certains de ces besoins utilisateurs et les caractéristiques de self-service pour définir différents défis de recherche. Donc là évidemment, dans ce cas-là, je fais une transposition entre le self-service BI et je pourrais le qualifier de self-service GeoBI pour la composante géomatique. Donc premier défi, c'est l'expression des requêtes. Donc comment exprimer un besoin de manière plus intuitive, rapide quant à l'obtention d'informations pertinentes, ciblées, personnalisées sur des données d'entreprise sans avoir recours à l'écriture directe de requêtes telles qu'MDX, SQL, ni à l'assistance d'un expert. C'est tout un défi dans ce domaine-là. Il y a besoin, entre guillemets, parmi les besoins qu'il y aurait, c'est de masquer les données de code MDX qu'on a pu voir précédemment, peut être relativement complexe. Comment aider les utilisateurs à découvrir, connaître leurs propres données, leur structure. Pour pouvoir exprimer des requêtes, il faut connaître ces données, sinon on va faire des requêtes dans le vide. On a des premières pistes de solutions par rapport à tout ça. Il y a le BI Search, qui est en gros un Google pour le BI, qui propose en gros, via des saisies de texte, d'exprimer un besoin. Donc il existe des solutions qui sont toutes simples. On écrit notre texte, par exemple, je voudrais connaître les ventes à New York en 2010, puis on l'exprime textuellement, puis il y a un retour, une information qui nous est donnée. Donc comme première approche pour un utilisateur, ça peut être très intéressant. Il n'y a pas besoin de connaître à manipuler beaucoup de choses, c'est juste d'exprimer une requête. Mais il faut connaître, savoir qu'on a des ventes, puis qu'on a des données sur New York, puis en 2010. C'est les contraintes. On peut également explorer comme piste de solution les langages de requête spatiale qui sont propres au SQL à la base mais qui pourraient être transposables à un langage comme MDX. L'usage également de la carte et puis des échantillons cartographiques pour la composante spatiale. Donc ça c'est des pistes de solution pour ce défi-là. Pour un deuxième défi, c'est les tableaux de bord. Donc le principal problème qu'il y a, c'est de configurer rapidement, facilement et sans aide d'un expert, une nouvelle fois, son propre tableau de bord tout en sélectionnant les bons indicateurs de performance et leurs composants visuels tels que la carte. Donc ça nous pose quelques questions. Comment améliorer les interfaces utilisateurs de configuration de tableau de bord? Comment aider les utilisateurs à découvrir et utiliser les indicateurs de performance? Comment faciliter la sélection des représentations graphiques en fonction des indicateurs? Donc tout ça, ça demande beaucoup de connaissances.
Comment on pourrait masquer ça? Bon, des propositions volées, là. Proposer des templates, des patrons facilement modifiables et personnalisables, se baser sur l'exemple, intégrer des connaissances expertes, donc des systèmes experts propres à l'intelligence artificielle. Ça peut être des choses comme ça qui pourraient être proposées. Troisième défi, les styles, la sémiologie graphique. Donc ça, cette problématique-là est également courante au niveau des signes. Donc c'est offrir des outils d'interface interactifs et intuitifs pour créer et ou modifier rapidement et efficacement des styles de données affichés sans disposer de connaissances propres à la cartographie thématique. Entre autres, parce qu'au niveau BI, il y a également d'autres types de cartographie qui apparaissent, qui peuvent être utilisés. Donc les questions qu'il est possible de se poser, c'est comment masquer les méthodes et processus liés à la modification des styles de cartes, tableaux et diagrammes. Comment aider à la sélection des méthodes de discrétisation. Quelques pistes de solutions par rapport à ça. Des échantillons cartographiques pour les styles. Donc ça, c'est une thèse qui a été faite finie en 2010 à l'IGN en France. La visualisation des données en GeoBI, une étudiante au doctorat encadrée par M. Yvan Bédard, qui a été faite en 2009, il me semble. Pourquoi pas utiliser la langue naturelle en complément d'éléments graphiques? Ça pourrait être également une piste de solution par rapport à la gestion des styles. Quatrième défi, utilisation de traitements complexes. Donc faciliter le paramétrage de traitements complexes comme les opérations ou opérateurs offerts en analyse spatiale et encore plus en fouille de données géospatiales. Donc ça conduit à se poser des questions comme comment rendre accessible facilement, intuitivement, rapidement des opérateurs de fouille de données à des utilisateurs finaux qui n'ont aucune connaissance sur ces opérateurs-là. Comment intégrer des opérateurs d'analyse spatiale et de fouille de données spatiales dans des interfaces actuelles ou à venir des clients en GeoBI. Donc des pistes de solutions, il y a le BI Search que je présentais oralement rapidement, puis les échantillons cartographiques pour le paramétrage de traitements complexes. Un cinquième et dernier défi que je présente, c'est lié à la mobilité. De plus en plus, les entreprises, au niveau des entreprises, les gens se déplacent, se retrouvent sur le terrain. Donc c'est comment garantir la personnalisation des contenus et des interfaces utilisateurs sur appareils mobiles, téléphone intelligent ou tablette, en tenant compte de l'aspect immersif de ces appareils. Donc que ce soit au niveau des GPS pour la localisation, mais ça peut être également l'usage des caméras pour avoir une vue de l'endroit où on se trouve. Donc différentes questions peuvent se poser par rapport à ça. Comment définir des interfaces utilisables et intuitives adaptées aux caractéristiques des appareils mobiles, notamment avec les tailles d'écran qui sont beaucoup plus petites que des ordinateurs fixes. Comment adapter les précédents défis de la mobilité à la mobilité et comment mieux exploiter les composants d'interface de tels outils. Quelques pistes de solutions, des travaux sur le contexte spatial, contexte en GeoBI sur mobile, donc un étudiant de l'Université Laval, Belko Diallo. Utiliser plus efficacement les composants d'interface des appareils mobiles, notamment avec l'interaction multimodale, donc les écrans tactiles, la parole, le son, les caméras, la vibration, etc. Pourquoi pas utiliser également la réalité augmentée sur les appareils mobiles? Ça peut ouvrir des nouvelles pistes de solutions plus innovatrices, on va dire. Donc pour finir, conclusion, de nombreuses interfaces utilisateurs, il y aurait besoin de définir de nouvelles interfaces utilisateurs pour s'adapter à une nouvelle clientèle. S'adapter à une nouvelle clientèle qui est l'utilisateur occasionnel. Donc pour ça, c'est s'inspirer des nouvelles tendances telles que le service BI, le BI Search, le Rapid Fire BI, etc. Donc c'est tout ça pour améliorer le quotidien des utilisateurs occasionnels, mais également les utilisateurs en puissance, parce qu'il serait possible de proposer des nouvelles interfaces qui leur facilitent leur vie de producteur de données, BI. Et enfin, c'est d'offrir des nouvelles interfaces plus intuitives, faciles d'utilisation pour des utilisateurs occasionnels, notamment en exploitant la réalité augmentée, les interfaces multimodales pour la mobilité, puis, etc., d'autres composants d'interface. Merci. 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 On va prendre quand même le temps pour une question. Là, on est serré dans le temps un petit peu. S'il y a quelqu'un qui a une question à poser dans la salle, pour le bénéfice de tous, je l'inviterai à juste se rendre à un des deux micros qui est installé dans la salle.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question à poser à M. Hubert? Oui? Oui. François Robitaille, Urgence Santé. Je suis dans le service de recherche opérationnelle et de diffusion de statistiques. On utilise présentement, en fait, on envisage l'utilisation d'outils de BI. On se rend compte effectivement que c'est assez complexe. Et même pour les utilisateurs finaux, la possibilité de connaître leurs données, de monter leurs requêtes ou des éléments de requête, c'est passablement périlleux, ou en tout cas c'est assez, ça demande beaucoup d'acrobatie. En fait, ma principale question, c'est, vous avez parlé du BI Search, qui semble être une avenue assez intéressante. Est-ce que ça retourne des résultats qui sont concluants? Comment ça fonctionne, ça? Très bonne question. Déjà, je suis ravi d'entendre que, justement, dans un organisme où on utilise déjà des outils de BI, GeoBI également, que on va dire, les interfaces qui sont proposées ne sont pas forcément faciles à utiliser, puis qu'il y a besoin, en gros, de répondre à une adaptation particulière. Pour ce qui est du BI Search, on va dire que c'est une tendance qui est récente. Le comment ça fonctionne exactement, je ne peux pas vraiment dire. Je sais juste que c'est l'usage, entre guillemets, de la langue naturelle qui est faite. Bon, c'est sûr qu'elle est simplifiée, là. L'exemple que j'ai donné, je veux avoir des choses, c'est pas je veux avoir des choses, là on va dans un autre domaine là qui est plus lié au dialogue en langue naturelle, qui est beaucoup plus complexe, mais c'est de pouvoir mettre en gros les noms comme vente, comme la localisation, et puis également les aspects temporels. Donc, de mon point de vue, moi je les ai pas utilisés, je les ai pas fabriqués non plus, là, ces outils-là, mais il est certain que ça demande beaucoup d'informations, de corrélation. Quand on va dire vente, il faut vraiment qu'on ait un mot derrière au niveau sémantique qui va correspondre à vente, parce que si c'est pas vente puis que c'est le contraire, c'est achat qui a été référencé, on n'est pas capable d'avoir des résultats. Si c'est pas New York puis que c'est Washington, ça va pas marcher non plus, là. Ou si c'est marqué, je sais pas, Paris, puis avant c'était Lutèce, parce que ça date d'il y a longtemps, ça marchera pas non plus. Donc il y a tout un tas d'informations sémantiques qu'il y a besoin de pouvoir mettre. Puis là, c'est sûr qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. C'est nos données, comment on est capable de les interroger en langue naturelle, on va dire. Ça demande d'avoir des connaissances sémantiques et puis de faire différents liens, de la synonymie aussi, des synonymes, parce que si on dit n'importe quoi, ça va retourner n'importe quoi. C'est logique. OK. Bon, merci. Très bien. Alors, merci beaucoup pour votre présentation.